La question que je me pose, vous avez dit une phrase qui m'interroge. Je n'ai jamais lu Teilhard dans le texte. Or, vous connaissez, vous avez une pensée, une connaissance de la pensée de Teilhard qui est assez profonde, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors, je voudrais savoir si c'est l'IA qui vous a permis de le découvrir de manière extraordinaire, sachant par ailleurs que par l'intermédiaire également de l'IA, on peut avoir une connaissance tout à fait différente et tout à fait à l'inverse, puisqu'il y a des gens qui ont une véritable horreur de la part de Teilhard, qui parlent de choses qu'ils ne connaissent pas, puisqu'ils ne l'ont pas lu. Or, la question que je me pose, c'est celle-là. Comment connaissez-vous si bien cette pensée théillardienne sans l'avoir lu dans le texte? Alors, j'ai pas dit que je l'avais pas lu dans le texte, j'ai dit que j'avais jamais rencontré Teilhard. Ah bon. Alors, j'ai mal entendu, Si je excusez-moi. vous avais dit le contraire, là, vous pourriez avoir de profondes questions me concernant. Mais Euh, je rebondis en disant, est-ce que en lisant dans le texte, c'est pas une forme de rencontre? Ah, mais oui, justement. C'est ça qui est beau d'ailleurs dans toute lecture passionnante, c'est que on rencontre l'auteur d'une certaine manière. Et en tout cas, personnellement, j'ai mis, et je mets toujours, mais j'ai mis beaucoup de temps à rencontrer, me semble-t-il, un bout de Teilhard. Parce que euh, moi-même, au tout début, je portais, en plus, je suis un bon universitaire avec un bon esprit critique, donc bon. Euh, les premiers textes que je lisais, je me disais, ah oui, c'est intéressant, mais sans arrêt, j'étais en train de dire, mais en plus, on m'avait dit, fais attention, Teilhard, c'est du soufre, etc., etc. Donc, alors, c'est bien de faire attention et d'avoir un esprit critique, y compris quand on aime bien quelqu'un, il y a pas de. Bien sûr. Mais du coup, j'ai bien vu comment ça, c'était des obstacles à la rencontre aussi. L'interprétation trop rapide. Alors, il y a des gens qui m'ont bien aidé là, à pas aller trop vite, à découvrir. Et il me semble que Teilhard, c'est comme un avion qui décolle. Il faut prendre beaucoup de vitesse avant de commencer à s'élever, au sens. Et c'est ça qui est à la fois déroutant, mais magnifique aussi, parce que il me semble quelque part que l'Évangile, c'est aussi comme ça. Euh, Alors, je voudrais rester dans le Éventuellement, souffle. peut-être une petite info sur ce sujet. On envisage d'entraîner une IA générative spécialement sur les textes de Teilhard de Chardin, ou écrits par lui ou écrits par d'autres, et de façon à avoir ce qu'on appelle un SLM, un Small Language Model, uniquement sur ce corpus. Et la question qu'on se pose, c'est est-ce qu'il pourrait, ce modèle, euh, permettre une entrée plus rapide, plus facile, je dirais, dans la pensée de Teilhard? Donc ça, c'est peut-être une question pour Bertrand. C'est difficile de faire ça, hein. C'est-à-dire que ce qui peut facilement marcher pour qu'un modèle de langage marche, en fait, il faut qu'il déjà il connaisse tout le langage avant de connaître Teilhard. Parce que ben, si vous voulez répondre à des requêtes, etc., il faut maîtriser tout le langage. Donc, ce qu'on peut faire possiblement, c'est fine-tuner, pardon, donc spécialiser un modèle préentraîné sur effectivement un corpus de Teilhard pour qu'il réponde, mais effectivement en forçant à ce qu'il aille surtout citer ses sources, parce que on peut facilement inventer du Teilhard qui n'est pas du Teilhard et ce serait un peu dangereux. Donc, euh, pour moi, le plus important, ce serait qu'un tel modèle aille précisément indexer ses sources. Hmm. Oui, bonjour, je vais me lever peut-être. Oui, Ah, c'est une question très simple sur les conditions d'émergence de la conscience, peut-être plus pour Philippe. Alors, je sais que tout le monde s'appelle Philippe ici, mais plus peut-être pour Philippe Vernier, peut-être, mais les autres intervenants peuvent répondre aussi. Est-ce que la condition d'émergence de la conscience chez l'animal nous dit quelque chose de la future possible émergence de la conscience dans l'IA? Puisque les deux seules altérités pour l'instant qu'on ait à l'humanité sont quand même, à part évidemment Dieu, mais bon, ça, c'est un peu insondable. Les deux altérités qu'on ait sont les animaux et l'IA, ou peut-être les extraterrestres, mais bon, je n'y crois pas non plus. Donc, est-ce qu'on peut regarder un petit peu l'exemple des animaux pour prédire l'émergence possible de l'IA? Voilà. oui, merci. C'est une question intéressante. Je me souviens plus qui ce matin a
posé la question enfin, comment dire, de la bio-inspiration systématique pour les systèmes, enfin, pour l'ingénierie en général. C'est-à-dire que comme, je me souviens plus qui en a parlé, mais c'était très intéressant de dire au départ, on imite la nature, et puis très vite, en fait, on s'aperçoit que c'est pas optimal, et donc après, on développe des choses qui sont tout à fait différentes. Donc, alors, à la fois, je pense que ce que nous apprend la biologie de la conscience, ou en tout cas l'émergence de certaines formes de conscience chez les animaux, dont l'homme, encore une fois, je pense que c'est quand même toujours important de rappeler que l'homme est quand même un animal, c'est deux ou trois choses qui ont été bien rappelées après. C'est le fait que le cerveau est dans un corps, ça c'est extrêmement important. Ça a été aussi, on n'a pas, personne n'a cité Hilary Putnam, mais dans les années, je me souviens plus, enfin, il y a une cinquantaine d'années, il avait imaginé un cerveau dans un bocal, et ce qui pourrait aussi fonctionner. D'ailleurs, Raymond Roussel aussi, ceux qui ont lu Locus Solus, avait inventé quelque chose comme ça, beaucoup bien avant. Donc ça, c'est sûr que c'est impossible. Donc il faut un corps, et puis il faut un système qui donne du sens. Ça, je pense que c'est... Et ce sens, il est forcément lié à l'histoire personnelle, ça a été beaucoup dit. Et donc c'est pour ça que je pense que la manière dont justement la conscience peut émerger chez les animaux, ce que ça nous dit, c'est qu'il faut absolument qu'il y ait un système de codage de sens, enfin, qui permette de donner du sens à l'histoire qui est vécue. Et là où il y a un vrai problème, c'est que cette histoire, elle est toujours individuelle. Hein, c'est un des gros problèmes de la biologie aussi. La biologie, elle parle que de choses générales, et pourtant, la seule chose qui compte vraiment, c'est la somme des individus. Donc c'est là aussi où la biologie, de temps en temps, et la science, ça peut avoir quelques limites. Donc après, donc je pense que ça, c'est essentiel. C'est une des choses qui me semble... C'est en fait ce qui m'intéressait, moi, dans la biologie de l'évolution, c'est qu'effectivement, on peut dégager des principes de fonctionnement du vivant. C'est encore une fois, plus que la compréhension de la manière dont les espèces ont évolué, on apprend aussi comment la contrainte fonctionnelle converge finalement sur un certain nombre de solutions. Donc c'est ça qui est intéressant. Je crois que c'est Jean-François Mattei ce matin qui disait qu'il y a eu la prééminence du gène pendant pas mal d'années en biologie. Il y a même eu un livre célèbre de Richard Dawkins qui s'appelait Le gène égoïste. Et moi je dis, oui, le gène il est égoïste, dans une mesure, on peut le voir comme ça, mais c'est un égoïste qui est prisonnier de la fonction. Parce que s'il n'y a pas la fonction, le gène il est égoïste de rien du tout. Donc, et donc c'est cette fonction qui pose des contraintes très fortes sur les systèmes vivants, et qui font qu'on converge et qu'on émerge à la fois. Donc voilà, donc il me semble que oui, on a des éléments qui permettent de comprendre comment une conscience peut émerger. Maintenant, après, là où j'avoue que je suis pas, ni compétent, ni d'ailleurs, j'ai pas non plus pensé. Est-ce qu'on pourrait imaginer une forme de conscience qui fonctionne autrement que celle que je viens de définir, avec un système de codage de la valeur, un embodiment, comme on dit en anglais, corporéité enfin âme, corps, esprit. Ça, je sais pas. Je sais pas si s'il y a d'autres solutions qui permettraient l'émergence. Ce que j'aurais tendance à penser, c'est que ce serait à ce moment-là l'émergence d'une autre forme de conscience que celle qui est la nôtre. Donc voilà ce que je peux dire. Mais Je voudrais retourner dans le sulfureux, puisque il paraît que Teilhard était sulfureux. J'avais entendu dire, effectivement. J'ai été étonné que dans ce colloque où je me suis beaucoup instruit et où on parlait quand même beaucoup des frontières entre la conscience et le fonctionnement de l'homme, etc., il ne soit absolument pas évoqué la question de la conscience immatérielle et la question finalement de la science post-matérielle qui est actuellement évoquée par toutes les recherches qui ont été faites sur tous les phénomènes de conscience non liés à une existence corporelle. Bon, je pense tous les travaux qui ont collectés autour de les expériences de mort provisoire et autres. Donc, je pensais qu'on en entendrait parler. Cela dit, je me dis que peut-être qu'il faudra un autre colloque sur le sujet.
Oui, c'est probablement ça. C'est un immense sujet également. Et au colloque que Thierry a organisé à Lille, début octobre, on a eu plusieurs conférences de personnes qui nous ont parlé des sciences post-matérialistes. L'idée, c'est simplement d'inclure dans la réflexion scientifique les notions de conscience, de spiritualité, plutôt que de les jeter le plus loin possible. Alors, c'est encore un peu balbutiant, mais peut-être que ça peut être l'objet d'un autre colloque, oui. C'est pas sur cette question-là, mais c'est sur la question de la conscience. Et c'est une proposition un peu dans la foulée de ce qu'on dit là. Une chose est que la conscience, qu'une forme de conscience émerge d'une complexification physico-chimique. Et ça, je le comprends bien, comme un substrat, comme un support, hein. Mais il me semble aussi que travailler sa conscience intérieure, ça la fait émerger. Parce qu'il ne suffit pas de dire nous avons une conscience, mais ça se travaille. Et le discernement des consciences, c'est un vrai travail, hein. Et vous savez, dans le psaume, on dit n'avez-vous pas un monde immense en vous? Alors, je pense que la conscience fait partie de cette immensité, me semble-t-il. Et il me semble que c'est une proposition. Quand, quand on essaye de... Les mots sont pas faciles, hein. Entrer dans sa conscience profonde, je ne sais jamais quand est-ce qu'on y entre, ni exactement quand on en sort, mais bon. Mais en tout cas, quand on entre dans sa conscience profonde, on peut y entrer par sa propre volonté, évidemment, pas contre sa volonté, mais on peut y être aidé aussi, hein. Et il me semble que les relations qui sont des relations d'amour, les relations bienveillantes et bien sûr la relation à Dieu sont des lieux qui me font expérimenter quelque chose de ce monde immense en nous et ça ne m'étonnerait pas que ça la fasse évoluer. Puisque si on en croit aussi les effets d'environnement sur l'évolution même des structures matérielles, il n'y a pas de raison que ça n'évolue pas. Moi, je pense aussi que, comme on disait alors d'une formule qui est fausse, mais le cerveau ne s'use que si on s'en sert pas, il me semble que la conscience, elle s'use si on l'oublie. Oui, ma question était du même ordre, dans le même domaine que mon prédécesseur. Il y a des expériences de mort matérielle du cerveau. Et cependant, pendant cette période où le cerveau était mort, l'intéressé, la personne intéressée, se souvient de certaines choses. Sa conscience continue de fonctionner. Alors, j'ai entendu dire que ça pourrait être l'objet d'un autre colloque. Pourquoi pas? Parce que qu'est-ce que c'est ce qui est en dehors du matériel? Ça me semble passionnant. Merci. Un commentaire ou... Alors là, j'avoue que pour moi, j'ai jamais en fait très bien compris pourquoi il fallait à tout prix qu'il y ait quelque chose en dehors de la chair, justement. Et j'ai vraiment beaucoup de mal avec ça, personnellement, hein. J'avoue que là, j'atteins les limites aussi mais que je crois profondément. Pour moi, sans matière, il n'y a pas d'esprit. Donc, c'est assez difficile de. Donc, voilà, je pense que le corps peut s'arrêter de fonctionner pendant un certain temps. Le cerveau peut vivre, entre guillemets, pendant quelques minutes sans oxygène. Et on peut revenir à la vie. Mais le cerveau, il n'était pas mort. Si le cerveau était mort, on revit pas. Enfin, voilà. Donc pour moi, si vous voulez, c'est des formes de. Enfin, ce sont des expériences extrêmes, ça, c'est sans aucun doute, et que ça dise quelque chose de notre nature, c'est sûr aussi. Pour moi, c'est pas immatériel du tout. Mais voilà. Ok. Je voulais poser une question à Philippe. Charlot, puisque en fait, ce que vous avez dit, donc, s'adresse et les outils que vous développez s'adressent aux entreprises, on a bien compris.
Est-ce que les mêmes outils pourraient un jour nous aider, nous, les internautes, les gens qui ont des recherches, etc. On est noyé par des millions de choses et on est dans nos bulles informationnelles. Et vos outils pourraient-ils nous aider à en sortir? Mais je pense que ça relève de la discussion sur la conscience qu'on avait juste avant. C'est est-ce que on est prêt à prendre conscience du monde qui nous entoure? Donc moi, je connais pas très bien le terme d'épigénétique, mais je comprends que nos cerveaux évoluent en fonction de notre environnement. C'est ça, Philippe? Voilà. Et donc, si jamais on est confronté par... Et de nos actions et de nos pensées. Donc, je rejoins tout à fait ce que disait Thierry, pardon. Et donc, du coup, un outil comme le mien, qu'est-ce qu'il fait? Bah, il crée un raccourci, mais extrêmement rapide, entre vous et le monde qui vous entoure. Et pas sûr qu'on soit tout à fait prêt à ce raccourci qu'on pourrait qualifier peut-être de violent, vous voyez, trop rapide. Est-ce que vraiment je veux saisir d'un seul coup la complexité du monde? Ce que je disais pour ceux que j'ai pu fréquenter là dans les couloirs, en 2022, quand on a sorti la première version de notre produit, tous nos clients, mais tous, hein, et ils sont très très différents les uns des autres, et ils ne se parlent pas entre eux, sauf s'ils sont connectés par la noosphère, ils ont tous dit, vous nous mettez au bord de l'abîme. Vous vous rendez compte? Ce sont des professionnels de leur secteur, ils travaillent depuis 20 ans ou 40 ans, et tout d'un coup, ils se retrouvent confrontés à une masse de données auxquelles ils n'ont pas eu accès, qui est précise, tout à fait en lien avec la question qui est posée, et leur donne une espèce oui, voilà, de vertige, mais parce que tout d'un coup, le monde devient d'une complexité redoutable, pas tout à fait à la portée de tout à chacun. Et donc, j'ai envie de dire qu'il faudrait peut-être micro-doser, vous voyez, c'est-à-dire être capable de transmettre en fonction de ce que la personne peut recevoir. Et du coup, on va stimuler la conscience, mais progressivement dans le respect de l'individu. Je pense qu'il y a vraiment une notion de, quand on apporte quelque chose à quelqu'un, être respectueux de sa capacité à recevoir et que cette conscience évolue petit à petit. Je ne sais pas si c'est clair. Oui, très, oui, oui. Je peux ajouter un mot Bien sûr, là-dessus? bien sûr, oui. Peut-être plusieurs étages en dessous de ce que tu proposes. Je pense qu'on entre dans un monde où le fact-checking va devenir essentiel. C'est-à-dire que on va être confronté à des quantités de pseudo-informations, enfin donc des contenus faux, avec accompagnés d'images, de vidéos, de tout ce qu'on veut, qui seront juste créés par des IA. Et donc, comment est-ce qu'on va s'organiser pour retrouver dans cette masse de choses à moitié vraies, à moitié fausses, ce sur quoi on peut se reposer? Donc ça, je pense qu'il y a un enjeu vraiment crucial pour la société à l'heure de l'IA générative. Oui, je pense pas qu'un label, résoudra tous les problèmes, mais oui, enfin, il faudra qu'on invente des systèmes de classification de l'information, et en tout cas qu'on se donne des assurances et qu'on augmente notre esprit critique, parce que on pourra bien mettre des labels, il faudra de l'esprit critique aussi. Et ça, enfin, il me semble que au niveau de l'éducation aujourd'hui, pour nous, les profs et autres, hein, c'est un vrai challenge parce que de fait, la facilité, y compris pour nous, hein, c'est d'aller demander à ChatGPT y compris de nous corriger les copies à notre place et de prévoir les problèmes qu'on va poser aux étudiants à notre place, quoi, hein. Donc, bon, et quand on est en train d'apprendre un métier, par exemple, c'est terrible ça, parce que alors c'est la meilleure manière de stopper l'apprentissage et de faire de l'automatique qui, justement, va, pour le coup, nous restreindre dans nos capacités, y compris en plasticité cérébrale et en esprit critique, évidemment, plus. Et après, on devient des robots, et en plus des robots à la traîne de vrais robots. Justement, quand on évoquait justement transhumanisme et IA, ça me faisait penser... Pardon. Quand on parlait de transhumanisme et intelligence artificielle, ça m'évoquait de temps en temps le meilleur des mondes d'Huxley. Alors maintenant, j'ai une question sur un documentaire qui a été donné récemment sur Antenne 2 sur les oubliés de l'IA. Est-ce que quelqu'un l'a vu? Qui est essentiel. Il semblerait qu'il y ait des millions de personnes qui travaillent de la façon la plus opaque, sur des conditions de travail dramatiques, payés quelques dollars par jour, 10 heures par jour, 7 jours par semaine,
et pouvoir en permanence valider, invalider toutes les questions qui se présentent sur l'ordinateur. Et certains sont confrontés à des images tellement abominables, parce qu'il faut dire, l'ordinateur ne sait pas si tuer est bien ou pas bien, violer c'est bien ou c'est pas bien, donc il faut lui apprendre. Et donc, ils sont totalement psychiquement démolis par ces opérations-là, notamment c'est au Kenya. Et une des premières images, c'était des femmes prisonnières dans une prison en Finlande qui faisaient ce boulot-là. Je voudrais bien qu'on nous éclaire sur, moi j'appelle pas ça les oubliés de l'IA, j'appelle ça les esclaves. Et est-ce que c'est vraiment dans ces conditions-là qu'on va fabriquer les milliards de data? Oui, enfin, on peut juste dire qu'effectivement, quand quelqu'un comme OpenAI ou Meta ou qui vous voulez sort un nouveau modèle de langage, ils vont le tester pendant des mois sur des gens comme ça parce que ils sont terrorisés à l'idée que leurs bots produisent des contenus mauvais. On avait eu cette expérience de Microsoft il y a quelques années qui avait sorti un bot et au bout d'une journée, il se mettait à dire des horreurs parce qu'il avait été intoxiqué par les interactions avec les gens. Donc, pour que ça ne se reproduise pas, il faut donc des mois de tests. Et effectivement, il y a ces travailleurs du clic qui travaillent dans des conditions effectivement terribles. Donc, les pays anglophones d'Afrique particulièrement, effectivement, c'est bien connu. Ben non, il faut. Euh, euh, Déjà mieux les payer. En fait, On devrait déjà doit être pris les en payer compte. correctement. Ça doit être, à mon avis, pris en compte par toutes les recommandations internationales qui sont en train de se créer actuellement. Enfin, ça fait partie, en tout cas, moi, dans celle sur laquelle je suis en train de travailler, ça fait pas. Il y a un chapitre dessus, effectivement. En revanche, on est c'est sujet aux cultures aussi et aux valeurs que chacun porte. Et ça pour le coup, ça fait partie des dilemmes éthiques. Et on n'a pas les mêmes valeurs, on on n'a pas la même manière de, de traiter notre voisin comme notre alter ego pour certains. Et ça veut dire qu'il faut, plus on en a conscience, plus il faut en être vigilant et plus aussi il faut relayer les choses et il faut être porteur aussi de messages de vigilance, en fait. Je pense que ça fait partie, enfin ça c'est ma carte d'éthicienne qui parle, mais ça fait partie de, de la responsabilité collective et personnelle que l'on porte, en fait, chacun, a aussi, mais ça doit rentrer normalement dans les recommandations juridiques. Enfin, en tout cas, celle sur laquelle je travaille, qui est l'éthique des neurotechnologies avec l'UNESCO, il y a un chapitre dedans. Corinne, oui. Oui. Je reviens à une notion que vous avez à peine effleurée les uns et les autres, qui est la notion de singularité. L'homme est à l'image de Dieu et singulier, de ce fait éminemment unique et singulier. L'IA par nature, elle est reproductible. Est-ce qu'on ne peut pas déjà, en comparant l'être humain dans sa singularité et l'IA dans sa reproductibilité, déjà un antagonisme de fond? Enfin, voilà, c'est une question. Après, j'ai un témoignage à vous. Ah non, mais c'est une grande question, mais tout le monde n'est pas d'accord sur la singularité de l'homme, sur la personne unique à laquelle nous croyons, hein. Et beaucoup de gens pensent que finalement l'homme n'est qu'un algorithme. Bon, d'accord, un peu complexe, mais c'est tout. Et donc, cette notion est très importante pour nous ici, et je pense que Thierry en a parlé, mais n'est pas partagée par tous les scientifiques sur la planète, hein. Les tentatives de jumeaux numériques, mais on voit bien que c'est quand même très parcellaire. Il y avait la tentative de clonage qui était plus biologique. On voit bien que pour le moment, ça a échoué, hein. Quand même, la science nous montre qu'il y a quelque part une dimension unique de l'être humain qu'on a quand même du mal à reproduire, alors que l'IA, non. Enfin, je laisse parler Alors, Laure. Mais... la tentative de... En fait, jumeaux numériques et clonage... Enfin, vous m'arrêtez si je me plante, mais clonage de l'être humain et jumeaux numériques ne s'approchent pas de la même manière.
le clonage de l'être humain, là, technologiquement parlant, on sait comment gérer les choses. Et ça pose des questions enfin, c'est la même racine, mais en fait, faut pas aborder de la même manière les choses. Le clonage de l'être humain, c'est vraiment du matériel biologique et qu'on va manipuler et qu'on sait manipuler, en fait. En vrai, on connaît les choses de plus en plus précisément. Euh, le jumeau numérique, il y a une définition encore à trouver, à mon humble avis, hein, et il y a aussi la finalité et puis qu'est-ce que ça veut dire? C'est assez vaste. Le clonage de l'être humain, on sait de quoi il en retourne. Donc on va statuer. Et en 2000, quand il y a eu le moratoire, enfin dans les années 2000, quand il y a eu le moratoire international, enfin, on a dit stop parce qu'on savait que ça allait entraîner. Mais le stop est une réalité d'ailleurs encore aujourd'hui. Donc là, les jumeaux numériques, ça demande d'être défini, quelles données, qu'est-ce que ça veut dire, quelles sont les significations. Il y a des dilemmes vraiment juridiques et éthiques qui sont énormissimes, dont on n'arrive aujourd'hui pas à encore qualifier les choses. Alors moi, je me dis au départ, si l'IA fonctionne avec des statistiques et des probabilités, évidemment, la singularité, c'est ce qu'il y a de plus difficile à traiter en statistique, hein. Mais je sais qu'on progresse quand même, hein. Mais ça, c'est évidemment une première question. La deuxième, il me semble quand même que l'expérience, mais là, je m'adresse à des spécialistes de biologie, l'expérience des vrais jumeaux qui ont des différences, y compris biologiques, est intéressante, hein. J'ai compris que l'empreinte digitale de deux vrais jumeaux n'était pas totalement identique, pour vous donner un exemple, hein, qui sert justement pour la carte d'identité. Bon. Et le microbiote, bien sûr, et du coup, en effet, ces effets d'environnement ne sont jamais totalement, j'ai même compris dans le ventre de la mère, ils ne sont jamais exactement positionnés de la même manière. Donc, je trouve ça assez intéressant aussi comme mise en évidence de la singularité de tout vivant. Bon, ça, c'est une question vraiment très, très intéressante. En fait, parce que là, vous parlez de jumeaux humains, mais c'est sur le plan de la similarité génétique, ça reste très imparfait par rapport à ce qu'on peut faire sur des organismes comme que je sais pas, la mouche drosophile, hein, qui intéresse les généticiens depuis les années 1900. Par exemple, on peut faire des vrais clones de mouches génétiquement absolument identiques. Ce qui est fascinant, c'est que si on laisse ces mouches se développer, en fait, ces mouches absolument génétiquement identiques, qui élevées dans exactement les mêmes conditions, donc même l'environnement, on peut considérer qu'ils jouent un rôle mineur, génèrent quand même de la diversité. Notamment dans le système nerveux. On a un collègue Bassem Hassan qui travaille à l'ICM. Bassem a montré que quand on prend deux mouches clonées du système nerveux clonal, c'est-à-dire qu'on ne le fait même pas reproduire, on clone les cellules, on laisse pousser les neurones, ils ne sont pas pareils. Donc le vivant a une capacité à générer de la diversité intrinsèque qui est fascinante et en même temps, si on y réfléchit, c'est ce que Darwin avait dit depuis le début, il faut générer de la diversité dans le vivant si on veut que la sélection puisse opérer. Donc, et là, on la retrouve à tous les étages. On n'en connaît pas vraiment les raisons d'être, mais on parlait de système stochastique de Prigogine tout à l'heure. C'est vraiment ce genre d'observation s'inscrit dans ces systèmes effectivement dissipatifs, chers. Mais vous nous disiez aussi pendant le déjeuner que ce foisonnement, cette diversité ne se fait pas n'importe comment. C'est-à-dire qu'il y a, on pourrait dire, des mécanismes ou des règles de base, si je puis dire. Oui, alors ça, c'est la question de la convergence. C'est vrai, comme j'ai dit, les scientifiques, les biologistes de l'évolution, c'est pareil depuis l'origine, alors là même avant Darwin, ont étudié l'évolution en comparant l'idée d'évolution vient qu'il y a une diversité des êtres vivants, certes, mais aussi beaucoup de ressemblances qui permet d'amener cette idée d'ancêtre commun. Donc on a à la fois ce mélange toujours de ressemblances héritées de l'ancêtre et de différences qui font qu'on peut s'adapter. Donc, pendant très très longtemps, on a étudié l'évolution que sous cet angle-là, que sous l'angle en fait des ressemblances.
pour décrire les parentés. Et puis, depuis maintenant une trentaine ou une quarantaine d'années, quand on regarde les choses sous un angle plus ouvert, je dirais, on se rend compte qu'en fait, il y a aussi énormément de convergence évolutive. C'est-à-dire qu'en fait, des animaux qui ont divergé pendant des centaines de millions d'années convergent sur des solutions fonctionnelles semblables, même si anatomiquement, comme je l'ai dit, elles sont différentes. Donc ça a amené certains biologistes. En fait, on peut faire juste une anecdote très rapide. Dans les années 70, on a commencé à utiliser des techniques qu'on appelle la chimie combinatoire. C'est des chimies qui permettent de combiner les molécules au hasard et puis après de sélectionner des molécules intéressantes. En Californie, il y a des chercheurs qui ont fait une expérience très très simple. Ils se sont dit, à l'origine de la vie, il faut qu'on ait de l'ARN d'un côté et des protéines de l'autre, et il faut qu'elles arrivent à se rencontrer pour que la base de la génétique, c'est que l'ADN code pour des protéines. Et ça, on ne sait pas très bien comment ça se fait. Donc, ils ont fait un truc tout simple. Ils ont pris les 20 acides aminés qui composent le vivant, et ils ont passé des milliards d'ARN dessus, et ils ont regardé les ARN qui se fixent sur les acides aminés. Et vous savez quoi? Les acides nucléiques qui se fixent sur ces acides aminés, c'est exactement, ils avaient la même forme géométrique que les ARN de transfert qui sont utilisés dans nos ribosomes pour passer de l'ARN à la protéine. Comme quoi, si pour faire de l'ARN de transfert, il y avait en tout cas une solution privilégiée. C'est pareil pour le code génétique. Le code à 3 lettres à partir des 4 bases de l'ADN, il y a des tas de possibilités de faire du code, mais si on fait des modèles mathématiques qui font générer un code efficace avec un certain nombre de contraintes, alors le code à 3 lettres n'est pas le seul qui émerge, il faut être honnête, mais c'est celui qui sort le plus souvent et c'est celui qui, à la fin, semble le plus robuste. Donc, ce qui veut dire que quand on prend le vivant avec ses contraintes, avec la chimie du vivant qui existe, la chimie de l'univers, eh bien, en fait, le nombre de solutions n'est pas infini pour converger vers la vie. C'est ce qui permet aujourd'hui de dire que la vie existe probablement ailleurs que sur Terre, puisque voilà, les molécules de base sont partout les mêmes, et qu'en mettant des contraintes particulières, il n'y a pas beaucoup de chances que la vie n'émerge pas ailleurs que sur Terre. Donc, du coup, si vous voulez, pour l'évolution, c'est un peu le même raisonnement qui est fait. Merci. Alors, je crois qu'il y a encore une ou deux questions dans la salle. Alors, merci pour toutes vos interventions. J'étais étonné en fait qu'il n'y ait pas un sujet qui soit abordé de manière explicite. C'est la question de la puissance, puisqu'on dit jusqu'où. Alors on en a parlé un petit peu là quand vous avez parlé de capacité à recevoir, approcher l'abîme. Moi j'ai l'impression avec mon smartphone dans la poche là, en termes de calcul, de puissance de calcul, d'avoir une centrale nucléaire dans la poche. Et du coup je me dis la question de la puissance, en lien peut-être avec le pouvoir, l'autorité, et à mon avis, une question quand même très importante sur la question de jusqu'où on peut aller avec l'intelligence artificielle. Voilà, c'est peut-être une ouverture. Tu veux dire un mot Parce qu'en fait, il y a une question qui est souvent derrière la vôtre, c'est de dire, bon, est-ce que ça va plafonner un jour? C'est-à-dire, on pourra mettre toute la puissance qu'on veut, peut-être qu'il y a des limites fondamentales, comme le théorème de Gödel, le principe d'incertitude d'Heisenberg. Est-ce qu'il existe quelque chose de similaire dans le domaine de l'intelligence artificielle qui fera que on va tomber sur un mur ou au moins, disons, on va plafonner sérieusement? On ne sait pas le dire aujourd'hui. Et sinon, moi j'aime bien rappeler qu'on a une machine à 27 watts entre les deux oreilles, donc particulièrement efficace. Et donc, moi j'aimerais bien que les ordinateurs de demain soient aussi efficaces que ça et réduisent notre pression sur l'environnement. Oui, et sur la question de puissance, en fait, il y a plusieurs événements là qui se percutent un peu. Il y a une première idée, par exemple, qui consisterait à faire croire qu'il faut des milliards de dollars et des centrales nucléaires pour faire de l'IA de qualité. C'est en train d'évoluer quand même, cette idée-là, vous voyez. C'est aussi ce que je vous ai présenté moi ce matin avec ce qu'on appelle l'hybridité, c'est-à-dire être plus intelligent que de faire de la force brute. Et donc, du coup, on commence à pouvoir faire de l'IA au service du bien commun sans casser le reste du bien commun, vous voyez. Et donc, du coup, on diminue la barrière à l'entrée, voilà, pour un certain nombre de gens, et on n'est pas dépendant d'une énergie incroyable.
L'autre aspect, c'est que, au contraire, si on pense que c'est vrai et que ceux qui ont cette méga puissance, donc ceux qui ont les moyens de s'acheter des centrales nucléaires pour faire alimenter des centres de données, bah, du coup, ça pose un autre problème de puissance. Là, on peut parler de géopolitique, hein, qui est, mais en fait, quelles sont les personnes qui auront vraiment les moyens d'avoir des centrales nucléaires? Vous voyez, ça met le pouvoir de l'information, le pouvoir de la donnée, le pouvoir du traitement dans les mains de quelques-uns. Et donc là, on se dirige vers une forme de dictature, c'est-à-dire vers ceux qui auront vraiment les moyens de posséder ça, en fait, et ils sont très peu nombreux, quoi. Et donc, du coup, revient à la question de la puissance de l'individu. Voilà, comment nous, on a un rapport, en fait, à tout ça, et comment on se rend puissant par rapport à tout ça. Et depuis le début là, de notre petite table ronde, j'ai envie de vous dire une chose importante, je crois que c'était au tout début de l'intervention du père Thierry Magnin, c'est euh, cette rencontre avec l'autre par la lecture. Vous voyez, il se trouve que nous, c'est notre métier, la rencontre de l'autre par la lecture. Comme vous avez vu, hein, 5000 textes sur l'IA éthique. En fait, quand on observe les collaborateurs qui se présentent comme candidats au recrutement, mais quand on observe aussi nos clients, en fait, on leur sert du texte qui va les aider à grandir. Et puis tout d'un coup, on se rend compte qu'ils ne savent pas lire. Ils sont tous bac+5, hein, bac+5 ou plus. Et en fait, on a une énorme difficulté à lire. On a une énorme difficulté à rencontrer l'autre tel qu'il est. Vous voyez, on projette. On projette ce que l'on veut lire, on projette ce qui nous ressemble, ce qui ne nous fait pas peur, ce qui ne nous dérange pas. Et donc même quand on a la matière, finalement, on ne sait pas la lire. Et donc je pense que quelque chose qu'on pourrait tous faire ici, c'est apprendre à lire, vous voyez, mais vraiment. Alors, certains d'entre vous savent certainement très bien lire, hein, je ne dis pas ça, mais vraiment, on fait des cours de lecture dans ma société, et pourtant, j'ai HEC, Sciences Po, etc. On se met tous autour de la table, on prend un texte, et on se dit, qu'est-ce que tu lis? Et on lit phrase à phrase, hein. C'est hallucinant, la projection que l'on fait. Et comment on fait pour se nourrir de l'autre et récupérer sa puissance si on n'est pas capable, ne serait-ce que de lire, vous voyez, un tout petit peu. Et donc, ça ne sert à rien d'avoir plein de données si on a perdu cette capacité à aller vers l'autre, à accueillir l'autre tel qu'il est, vous voyez, dans sa singularité, si j'ai retenu le mot de tout à l'heure. Merci Philippe. On a le temps pour une dernière question. Je crois que ce sujet est... Bon, bah, écoutez, c'est juste sur la démocratie que M. Charlot vous avez évoqué, puis je crois un autre orateur. Est-ce qu'il y a des mesures de prudence, des mesures, comment dirais-je, pas de contrôle, mais est-ce qu'il y a une action, une réflexion sur... Voilà. Merci. Alors du coup, ça va dans la ligne droite de ce que je viens de dire. Oui, je fais hyper vite. C'est dans la ligne droite de ce que je viens de dire, en fait, et que j'ai dit ce matin. Il faut absolument pas se mettre dans une position de victime par rapport à une technologie, de mon point de vue. C'est trop facile. Vous voyez, on parle de leadership par moment, on oublie de dire qu'il y a aussi du victimship. Et il se trouve que le comportement naturel de l'homme avec un grand H, c'est la victimisation. Bon. Et donc du coup, si on veut avoir du leadership par rapport à ce sujet-là et ne pas voir nos démocraties s'effondrer, il faut qu'on reprenne notre part de responsabilité dans ce bidule qu'est l'intelligence artificielle. Et comment on fait pour ça? Eh bien, ça veut dire se former intellectuellement, mais de façon simple, hein, que l'intelligence artificielle existe ou pas. Alors, comme je dois faire court, je n'avais pas le temps de vous raconter une anecdote, mais les enfants qui sont autour de moi, mais même les adultes, je leur donne des petits jeux, des petites astuces pour se former et prendre de la distance par rapport à l'information, se poser des questions, vous voyez, ce qu'on appelle la formation au discernement. Et je pense que IA ou pas IA, on est tous normalement tenus dans une démocratie, en tout cas si on espère que la démocratie vive et se renforce, se poser des questions. Quand on me dit ça, qu'est-ce qu'on me dit et surtout qu'est-ce qu'on ne me dit pas? Et comme on ne me le dit pas, je me mets en route pour aller le chercher. Vous voyez? Et IA ou pas IA. Et donc je dirais que l'exigence de l'IA, c'est surtout de ne pas oublier ça, voire ça nous renforce dans cette exigence personnelle individuelle de comprendre ce qu'on nous dit et de comprendre ce qu'on ne nous dit pas. J'étais un peu... Merci. C'est marrant parce que c'est ce que moi. Moi, je voudrais juste souligner 2 points. En fait, quand Internet est arrivé, ça nous a petit à petit permis de faire l'économie de la mémoire. Parce que finalement, d'un coup, on avait la connaissance au bout des doigts à travers une souris.
Après, on a pu automatiser un certain nombre de tâches répétitives qui n'étaient pas forcément à valeur ajoutée. Donc, ça a remplacé un certain nombre de métiers dont on sait qu'ils étaient basés sur ces tâches répétitives. Maintenant, on voit qu'avec ChatGPT, l'IA générative, on est en train de petit à petit remplacer la matière grise quand même, parce que moi, c'est une question quand même que je me pose. Je travaille pourtant dans le numérique, mais j'ai encore des enfants qui sont étudiants, le dernier. Et finalement, quand ils voient qu'avec ChatGPT, finalement, on lui mâche son travail, est-ce qu'on ne va pas petit à petit à pousser ces technologies à fond, arriver à des étudiants qui finalement ne sauront pas trop ce qu'ils vont pouvoir faire de leurs études? Parce qu'en fait, à vouloir, parce que construire un devoir, c'est rassembler de la connaissance. Après, c'est structurer cette connaissance. C'est là où la valeur ajoutée de l'étudiant est. Il a à la disposition ses connaissances, mais il doit le structurer, en faire quelque chose, créer du nouveau, la créativité. Et donc, du coup, moi, j'ai un peu peur qu'à terme, on fabrique des étudiants qui soient déprimés parce qu'ils vont se dire, mais qu'est-ce que j'ai à faire? Ça, c'est ma première question. La deuxième question, m'a beaucoup interpellé ce que vous avez dit sur le handicap à la fin de votre intervention, parce qu'on est en train de faire de l'IA de plus en plus pour arriver à toujours plus de productivité. Et finalement, est-ce que vouloir fabriquer ce surhomme, est-ce qu'on ne ferait pas mieux de focaliser son énergie à accompagner le handicap, parce qu'il y a encore énormément de travail à faire, que ce soit dans les maladies mentales, les maladies génétiques, etc. Justement, mettons au service toute cette recherche qui est faite sur le cerveau pour accompagner, parce qu'on sait très bien qu'après le Covid, il y a eu beaucoup de maladies qui sont sorties liées à l'environnement, liées à des phénomènes génétiques, etc. Et donc, est-ce que l'Europe ne pourrait pas se distinguer là-dessus plutôt que d'aller vers toujours du traitement de masse, le flicage des gens dans leur vie quotidienne à travers les réseaux sociaux, etc. Est-ce que notre valeur ajoutée en Europe, ce ne serait pas justement de focaliser ces investissements sur des choses comme ça? Alors, je comprends hein, tous ces dangers-là, on le voit bien, et en particulier que la machine fasse à notre place et que du coup, voilà. Je vais vous dire l'espoir ou l'espérance d'un vieux prof. Hein. C'est justement, on peut aussi raisonner autrement. Alors, en effet, on l'a déjà dit, comment cette IA peut être au service du bien commun. Et de fait, je pense qu'il y a beaucoup d'ingéniosité possible là-dedans, y compris pour la transition écologique d'ailleurs. Mais aussi, du coup, quand on forme, c'est vrai que tous les métiers sont impactés aujourd'hui par l'IA, certains plus que d'autres. Hein. Former un expert comptable aujourd'hui, qu'est-ce que ça veut dire quand la machine fait beaucoup plus vite et sans doute mieux des tas de choses? Eh bien, alors c'est là le côté espérance, développer le plus de l'humain. Et du coup, c'est quoi le plus de l'humain? Devant la machine et sa puissance, tout en la régulant pour la démocratie, j'entends bien ça, hein, c'est du coup creuser un peu plus l'humain dans toutes ses dimensions. Et il me semble qu'en sciences de l'éducation, sans dire qu'on a la panacée, on a beaucoup évolué. Quand j'étais petit, hein, et même un peu plus grand, c'était l'intelligence de type hypothético-déductive qui était première et unique. Pas sortir de là. Hein. Le reste, c'était pour les artistes éventuellement, mais c'était pas bien sérieux. Aujourd'hui, les croisements des intelligences hypothético-déductives, émotionnelles, existentielles, y compris avec une dimension spirituelle au sens large du mot, commencent à avoir pignon sur rue dans l'éducation. C'est ça aussi, développer le plus de l'humain. Il me semble qu'on a un terrain, je ne veux pas être bêtement optimiste, hein, mais on a un sacré terrain et peut-être que la puissance de la machine va nous conduire à regarder la richesse de l'humain plus fortement et à la développer. Oui. Bon, une dernière question. Alors, vous avez tous beaucoup évoqué l'émergence, en somme, de la pensée et de la conscience à travers l'évolution biologique, et c'est très théardien, effectivement. Mais la question qui n'a pas été tellement évoquée, c'est la nature de la conscience. Autrement dit, est-ce que le cerveau produit la conscience comme le foie produit la bile, ou est-ce que la conscience est d'une autre nature? Autre question, est-ce qu'elle est extérieure à nous ou pas? La mécanique quantique avec la matière intriquée interpelle quand même sur cette intrication de la matière à distance. Donc, est-ce que la conscience est en nous ou extérieure à nous?
Merci. Donc, je pense que oui, il faudrait un colloque entier là aussi. Peut-être ce qu'on peut faire, c'est donner la parole à chacun pour dire un petit mot de conclusion ou une chose importante. Si vous voulez rebondir sur la question, vous le pouvez, hein, je ne vais pas l'empêcher, mais on va conclure, hein. Donc, Philippe, un mot de conclusion? Oui, alors un mot de conclusion qui est très très personnel, mais qui est lié donc à, vous imaginez, toute ma vie, enfin toute ma vie, j'ai encore un peu de temps, mais une grosse partie de ma vie, j'ai cherché à mettre en boîte la connaissance, donc acquérir des connaissances, plein de capteurs, enfin tout ce que je vous ai raconté ce matin. Et en fait, plus je suis stimulé par toutes ces connaissances, plus je me rends compte que je ne sais pas, euh, et surtout plus je me rends compte que il y a beaucoup de réponses en moi. Vous voyez, je vis en ce moment une expérience personnelle assez étonnante de me rendre compte de tout ce que je sais en moi. Vous voyez, par rapport à votre question sur la conscience, est-elle en nous ou pas? Moi, je peux vous dire qu'elle est vraiment en moi et que j'ai presque plus de connaissances en moi qu'avec tout l'effort gigantesque des années de recherche pour sortir ce produit Ernest. Je me rends compte aujourd'hui qu'il y a, alors peut-être c'est une forme de préscience, je ne sais pas comment on appelle ça, connexion à une connaissance en soi, mais ouais, moi je vis à un moment même troublant, vous voyez, de me dire mais pourquoi j'ai fait tout ça? Pourquoi autant d'argent, d'énergie, de nuit blanche et tout? Alors qu'en fait, plus j'évolue, plus je me mets dans une disponibilité spirituelle, plus je me rends compte que vous voyez, c'est très proche en moi, vous voyez, c'est assez intime. Voilà. Ok, Et les gens me disent, merci. Philippe, c'était très bien quand même de faire tout ce que tu as fait avant, parce que ça te stimule ta conscience et ton envie de t'ouvrir. Ben Voilà, je voilà. termine avec ça. Philippe? Oui, ben, sur la même ligne, je pense que, enfin, je crois que je l'ai dit, la question de la nature de la conscience individuelle, elle est insoluble pour pour le scientifique ou le biologiste. Je pense que c'est très important de se rendre compte que, voilà, dans l'individu, dans l'histoire de chacun, il y a la place pour autre chose que des explications rationnelles. Euh, moi, enfin, je l'ai pas cité ici, mais euh, moi, c'est vrai qu'en tant que moi, je suis biologiste, j'ai encore la capacité de m'émerveiller devant le vivant. Je trouve que c'est encore. Mais voilà, j'ai cherché toute ma vie des réponses à plein de questions, je les ai pas obtenues forcément. Et de temps en temps, moi, ça me plaît de juste lire de la poésie parce que finalement, voilà, ça m'apporte quelque chose d'autre que la science que j'ai vue et c'est ma conscience à moi et finalement, elle nous remplit au moins autant que voilà toutes les IA et les recherches qu'on peut faire au monde. Merci. Bertrand? Revenir vers donc la question que vous avez posée, parce qu'à mon avis, elle récapitule beaucoup de choses qu'on a dites aujourd'hui. Pour moi, la conscience, elle ne peut émerger qu'à la jointure entre un corps et un esprit, hein. Donc, on ne peut pas imaginer une conscience avec juste un cerveau isolé qui d'ailleurs n'existe pas. Quant aux effets quantiques, bon, il y a eu des hypothèses émises là-dessus des années 90, mais qui n'ont jamais été reprises et qui n'ont aucun support vraiment rigoureux. Enfin, je ne vois pas du tout sur quoi ça aboutit et je connais aucun neuroscientifique qui a poursuivi là-dessus. On ne peut pas expliquer un mystère par un mystère encore plus opaque, hein. Donc, non, enfin, je ne crois pas que ce soit une piste très, très utile pour aujourd'hui. Colloque, une conclusion ou ça suffit? Ah non, mais Ça va? j'ai appris, non, mais j'ai appris plein de choses et enfin, clairement, il y a quelque chose à travailler pour des chrétiens sur le sens de l'incarnation. Je crois que dans le monde de l'IA dans lequel on arrive, nous les chrétiens, on a un message un peu détonnant à faire passer sur le sens de la chair, le sens de la vie. Et je pense qu'il faut on a un trésor à déterrer. Voilà. Merci. Laure? Moi, enfin, je poursuis un peu, je suis d'accord totalement avec ce que dit Bertrand et Philippe, mais il y a moi, je trouve qu'on est dans un moment assez vertigineux où, en fait, les technologies, l'IA et toute cette histoire que l'on a entre les mains et qui fait on en est là aujourd'hui, nous donne la possibilité de réouvrir, enfin d'ouvrir vraiment ce chapitre qui est qu'est-ce qu'être un être humain? En fait, qu'est-ce que ça veut dire être un être humain dans toutes ses composantes? Et moi, je pense que la jointure justement de la nature de la conscience, de la pensée est une question qui peut nous aider vraiment
à, à revenir vraiment sur éventuellement nous poser la question de qu'est-ce que ça veut dire aussi pour nous. Est-ce qu'on a être sur Terre, est-ce qu'on a un Dieu, est-ce qu'on a fait cette rencontre, est-ce qu'on n'a pas fait cette rencontre, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire la spiritualité, la finitude de la vie. En fait, il y a tout un pan en fait qui est en train de se réouvrir, qui moi me rend heureuse parce que, enfin, vraiment me donne une bonne joie, une belle joie, parce que je me dis que tout notre travail de scientifique, de neuroscientifique, d'informaticien, d'ingénieur, qui nous donne vraiment de voir, d'expérimenter ce qui peut se passer aussi au sein même du cerveau, du corps humain, euh, nous invite vraiment à réouvrir ce chapitre de la rencontre. Et moi, profondément, en tant que chrétienne, je pense que c'est ce moment-là que j'attendais qui me rend profondément heureuse aussi. Thierry, le mot de la fin. Non, c'est pas la fin. Non, mais je pense beaucoup à cette interpellation de Jésus à Nicodème, un vieux sage quand même, hein, à qui il dit il te faut renaître, hein, qui est la chance de sa vie, éternelle d'ailleurs, hein, pas immortelle, éternelle. Et je crois beaucoup à ce travail de la conscience par un appel, hein, et pour aller travailler sa conscience, c'est pas tout seul simplement, c'est appeler à et appeler par un amour. Je crois du coup que si il y a une intelligence collective qui existe, mais qui est à approfondir dans le sens d'une communion de conscience, comme dit Teilhard, hein, une communion de conscience. Ça, je le crois beaucoup aussi. Et j'espère que la communion de conscience ne sera pas pilotée par des IA, parce que c'est pas ça. Hein. Et justement, qu'il y ait une communion de conscience de liberté. Et enfin, je pense à ce tout est lié, hein, du pape François dans Laudato Si, tout ce qui fait nos liens jusqu'au dernier atome du cosmos, si je puis dire, d'hier, d'aujourd'hui et de demain. C'est quoi qui nous lie? C'est qui nous lie? Merci.